Quand on parle de justice sociale, de transition juste, etc., ce qui est intéressant dans le modèle économique, c'est que par définition, une des variables qui est normalement une variable assez importante dans un compte de résultat, c'est le prix. Et donc, si on veut faire une transition juste, on a une variable sur laquelle on va être beaucoup plus contraint. Et donc, c'est pour ça que c'est pas évident d'un point de vue investissement de trouver la bonne martingale, mais je trouve qu'elle est très intéressante. Et effectivement, nous, on les encourage et on serait très ravis de pouvoir aussi investir dans ce type de stratégie. C'est curieux cette méfiance autour de l'investissement financier. Alors qu'investir est tout simplement incontournable pour construire le monde de demain, quelle que soit la manière dont on l'imagine. Et vous savez quoi ? Prendre conscience de cette réalité, c'est déjà apporter une première pierre à son édifice. Bonjour, je suis Aurore Perrin et mon objectif avec Just Focus, c'est de mettre en lumière le pont entre des investisseurs qui ont des idées, des projets, des convictions et leurs investissements qui sont un moyen de créer un futur qui leur ressemble. En proposant un nouveau rapport à l'argent, aussi exigeant sur sa performance que sur son sens, Just Focus est une invitation à passer à l'action. Bonjour à tous, il y a quelques mois, j'ai été interpellée par une tribune dans Les Échos dont le titre était « Taxer nos successions ». Plus de 115 entrepreneurs qui défendent une réforme de l'impôt sur les transmissions pour les patrimoines les plus élevés. Comme j'avais envie de mieux comprendre cette démarche, j'ai creusé ce sujet et j'ai ainsi fait la rencontre de Laurence Grandcola, une des forces motrices de cette initiative. Avec un parcours entrepreneurial brillant et des prises de position radicales sur le patrimoine et l'investissement, elle avait toute sa place sur Just Focus. Bonjour Laurence, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer ? Oui, merci déjà de me donner cet espace pour partager mes convictions. Donc, Laurence Grandcola, donc moi j'ai 42 ans, j'ai commencé mes classes de façon assez classique puisque j'ai fait une école de commerce et en même temps je suis issue d'une famille socialement très engagée, donc le sujet de l'engagement social et environnemental, il a toujours été un peu au cœur de mon ADN. Et donc à la sortie d'HEC, alors j'ai fait du conseil en stratégie chez Bain, donc c'était pas très engagé, mais j'ai monté une petite ONG de solidarité familiale qui a eu des projets en Mongolie, en Zambie, au Togo. Et après quelques années de conseil et mon prêt étudiant remboursé, j'ai eu envie de mettre l'impact au cœur de ma carrière. Et donc, j'ai dirigé pendant quelques années le réseau Ashoka, qui est un réseau d'accélération d'entrepreneurs à impact, qui était vraiment en émergence en France et qui a beaucoup contribué à faire qu'aujourd'hui, on connaît l'entrepreneuriat à impact comme une vraie partie de l'économie. Donc, ça a été très enthousiasmant de rencontrer tous ces modèles et en même temps assez frustrant parce qu'au fil de l'eau, je me rendais compte que mon écosystème familial, amical et notamment tous mes copains qui étaient passés par HEC ou par Bain et qui étaient dans des grands groupes à des directions strat ou dans des fonds, comprenaient pas du tout ce que je faisais chez Ashoka, me disaient à des dîners donc toi, ça va, la distribution de sacs de riz en Afrique? J'étais là, ok, en fait, on est en train de repenser le modèle économique des entreprises françaises. Et donc, de fait, face à cette frustration et cette méconnaissance, j'ai décidé de quitter la direction d'Ashoka et de monter ma boîte, donc MySesame, que j'ai dirigée pendant 8 ans, qui avait pour vocation de créer une bascule chez les dirigeants d'entreprise et dans leurs équipes pour les engager à repenser leur modèle d'affaires et leur modèle de réussite. Et leur modèle d'affaires pour les faire passer d'une économie linéaire à une économie circulaire. Alors tout ça, ça paraît très évident aujourd'hui. Les sujets de responsabilité et d'impact sont beaucoup plus mieux connus des entreprises et beaucoup plus intégrés dans la stratégie. À l'époque où je monte MySesame en 2016, on voit vraiment ça comme des sujets à côté du business. Et donc moi, tout l'enjeu, c'était d'en faire des sujets de stratégie de direction générale, avec une activité à la fois de conseil pour les directions générales et de formation très massive des collaborateurs, convaincus que la bascule d'une organisation, elle se joue à la fois au niveau de la tête de l'organisation et au niveau de son corps social. Et donc, pendant 8 ans, j'ai dirigé MySesame avec cette mission-là, donc MySesame Société à mission, de créer cette bascule vers une économie en fait plus souhaitable, une économie qui est à la fois dans les limites planétaires et qui permet l'inclusion sociale. Donc de manière très concrète, ton activité avec MySesame, c'était d'être en contact avec des dirigeants ou de proposer des modules de formation, de l'accompagnement Exactement, on avait vraiment, et d'ailleurs dans nos critères de mission, on avait vraiment 2 jambes. On choisissait en gros les projets sur lesquels on travaillait que s'ils touchaient l'ensemble du COMEX ou 80% des collaborateurs.
avec des entreprises qui ont été nos clients, qui ont été des Malakoff Humanis, des Hermès, des Renault, des Club Med. Donc, tous les collaborateurs, c'est une formation pour les 180 000 collaborateurs de Renault pour leur expliquer pourquoi on passe du thermique à l'électrique par rapport à ce qui se joue au niveau des limites planétaires. Et donc, faire de chacun des collaborateurs un acteur de cette transition. Ou c'est des projets de direction générale où on a accompagné pendant 6 mois, par exemple, le COMEX du Club Med à se dire comment aujourd'hui je peux penser mon business en tant qu'acteur du tourisme quand ma promesse première, c'est d'envoyer des gens loin en avion pour être dans un club fermé avec une promesse d'abondance et pour autant être pérenne dans le cadre des limites planétaires. Donc, c'est des réflexions éminemment stratégiques avec des sujets qui sont faciles sur le modèle opérationnel, enfin faciles, entre guillemets, sur le gaspillage alimentaire, sur la rénovation des bâtiments, et puis des sujets qui sont beaucoup plus cœur business, parce qu'il faut potentiellement infléchir l'offre, infléchir la promesse. Et donc, voilà. Donc, c'est vraiment 2 jambes, du conseil en stratégie de direction générale et de la formation, toujours sur les sujets de responsabilité et de transition. Ok, donc vraiment focus sur l'aspect écologique et limites planétaires. Alors, on a redirigé pas mal là-dessus. La naissance de MySesam n'était pas que sur le tropisme environnemental. Il y a clairement le sujet des inégalités sociales qui était aussi au cœur de notre mission, avec notamment un volet sur ce qu'on appelle... alors, il y a tous les sujets de diversité et inclusion, mais ça, ils sont, entre guillemets, mieux pris par les entreprises. Plutôt les sujets bas de la pyramide, les marchés bas de la pyramide, c'est comment on fait des citoyens qui vivent avec sous le seuil de pauvreté et qui, pour autant, sont des marchés potentiels et aujourd'hui sont très mal servis parce que les entreprises ne pensent pas les offres dans la manière dont elles les conçoivent, distribuent et marketent pour ces cibles-là. Donc, en fait, il y a une forme de double peine. Quand on est pauvre, en France, on paye plus cher ses offres de téléphonie, on paye à la minute, on paye plus cher son assurance, on paye plus cher son chauffage au mètre carré. Et en fait, les offres n'ont pas été pensées. Donc, c'est vraiment remettre cette dimension d'en faire des citoyens économiques. C'est pas se faire de l'argent sur le dos des pauvres, c'est bien les servir parce qu'ils représentent un marché potentiel. Donc, c'était aussi mettre une dimension économique dans le sujet de l'inclusion sociale. Ok, super intéressant. À t'entendre, c'était très centré sur faire évoluer les mentalités chez les hommes et les femmes qui dirigent ou qui sont membres de l'entreprise. Pour toi, c'est vraiment un sujet qui est avant tout individuel, ce sujet de la responsabilité ou c'est une vision effectivement, d'ailleurs, qui est dans le premier bloc, le paragraphe de la mission de MySesam, c'est que la transformation des organisations, elle passe par la transformation individuelle des gens qui composent ces organisations. Et qu'on a une conviction assez forte, et on a une conviction assez forte pendant les 8 ans que je l'ai dirigée, c'est de dire, en fait, il faut créer cette bascule de l'individu. Bien sûr, en tout cas, et c'était notre mission. Bien sûr, après, il faut travailler sur les processus, les systèmes, les modèles organisationnels. Et d'ailleurs, le maillage qu'on a fait ensuite en joignant le groupe KEA était aussi pour qu'il y ait des gens qui accompagnent dans la durée les transformations des processus et des organisations. Mais si on n'a pas cette bascule profonde et presque irréversible, en fait, des dirigeants et des équipes, les changements se feront pas. Donc, nous, on s'est mis sur ce créneau-là. Moi, c'est quelque chose qui me parle. Je ne dis pas que c'est la seule chose à faire, mais en tout cas, c'était vraiment la mission de MySesam. Elle était embarquée sur la transformation des individus. Alors, je trouve ça passionnant, mais du coup, tu te heurtes quand même à des ressorts psychologiques qui sont hyper profondément ancrés de ton retour d'expérience. Est-ce que, tu vois, tu as eu l'impression que finalement, tu arrives à faire changer les gens en profondeur sur ces sujets ou que finalement, ils étaient prêts à faire certaines concessions, mais pas aussi loin que ce qui était nécessaire pour vraiment changer? Oui, je dirais que c'est un « et ». Je pense qu'on a eu des très beaux aha moments et de moments de prise de conscience et qui se sont révélés irréversibles. Il y a la dimension groupe. Dans un COMEX, en général, ce qui nous intéresse, en fait, c'est de faire pivoter les 2 tiers. On a des exemples de clients, effectivement, où il y a des gens qui ne pivotent pas ou très peu, où la notion de renoncement ou d'adaptation est très compliquée. Après, ce qui est assez enthousiasmant, c'est aussi de se dire que finalement, nous, on va être un élément et une brique de cette évolution et de ce chemin, mais ils vont être au contact d'autres initiatives qui vont aussi, dans leur sphère personnelle, qui vont faire aussi évoluer. Et finalement, on a quand même une mouvance qui va dans le bon sens. Donc, il y a la dimension collective. Et puis surtout, on a appris au fil de l'eau qu'on ne pouvait pas faire ce shift culturel en une conf ou une demi-journée de séminaire. Il y avait vraiment la notion de récurrence de points de contact. Donc, c'est des accompagnements au temps long. Et parce qu'en fait, c'est par la répétition qu'on arrive aussi à faire ces changements cognitifs. Et moi, j'ai beaucoup appris d'ailleurs de ces méthodologies de transformation de l'individu dans un engagement que j'ai pris il y a déjà 2 ans, de façon parallèle à MySesam, qui est la Convention des entreprises pour le climat, qui est un programme qui est d'accompagnement de dirigeants pour les faire basculer. Et c'est assez rigolo parce que la CEC, cette organisation, s'est montée en 2021 et la
mission de la CEC, c'est de créer une bascule irréversible vers une économie régénérative. Donc, on partageait vraiment, nous, en 2020, on a écrit la notion de bascule dans notre mission chez MySesame, c'était le cœur de notre mission. Donc, cette notion de bascule, on la partage. Et la méthodologie de la CEC est très intéressante parce qu'en fait, c'est 6 grands temps forts dans l'année où on réunit des dirigeants. Donc, il y a la force du collectif, premier apprentissage. Il y a la récurrence de points de contact, c'est-à-dire qu'on se voit plusieurs fois, 6 fois dans l'année. On se voit 2 jours, donc c'est quand même un temps dense et long. Et on est sur une méthodologie tête, cœur, corps. Et ça, on l'avait déjà chez MySesame, c'est-à-dire qu'il faut parler évidemment au rationnel. On a face à des dirigeants d'entreprise, mais il faut aussi parler à l'émotionnel et il faut aussi parler à tous les sens, en fait. Et donc, ce triptyque tête, cœur, corps, inspirationnel, émotionnel, rationnel, il est extrêmement important pour créer cette bascule. Et à titre plus peut-être perso, tu as eu aussi l'impression, toi, de vivre une bascule à un moment? Cette bascule que tu souhaitais emmener Alors, tout à fait, d'autant que moi, je suis plutôt venue sur les sujets d'engagement par la dimension sociale. Moi, je viens comme je te le disais, d'une famille engagée et plutôt dans des ONG de solidarité internationale. Donc, moi, je suis venue à la question de l'engagement par... je viens d'une famille avec un déterminisme fort, un capital social, culturel qui m'oblige et qui me donne cette chance de pouvoir contribuer. Et j'avais une vue beaucoup plus partiale des enjeux environnementaux. Ma conscience environnementale, elle s'est beaucoup développée ces 8 dernières années, je dirais, en même temps que les sujets sont montés chez MySesame, et donc ça s'est traduit aussi dans nos modes de vie. Aujourd'hui, on vit dans un petit village à la campagne et on est très content d'être connecté à la nature aussi, parce que quand on est conscient et lucide des enjeux environnementaux, ça peut être un peu anxiogène. Et donc, le fait de vivre proche de la nature et de voir la nature, moi, c'est un élément qui me rassure aussi. Et puis après, on a changé nos modes de vie dans la manière dont on voyage. Moi, j'ai pas pris l'avion depuis 5 ans. On découvre que la France est juste un pays de dingue et qu'on peut faire beaucoup de choses avec des transports non carbonés. Moi, je suis végétarienne depuis un certain temps. Après, familialement, on mange moins de viande et on mange pas du tout de viande rouge. Pour autant, mes enfants sont pas végétariens. Enfin, on n'est pas non plus... Et puis après, on essaye de travailler vraiment de façon un peu rationnelle sur notre bilan carbone en disant c'est quoi les gros leviers. Très clairement, il y a le transport, il y a l'alimentation et il y a la consommation d'énergie. Donc, on a fait beaucoup de travaux pour isoler notre maison, essayer d'avoir moins de consommation énergétique. Et en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais c'est important de regarder où sont les gros viviers d'impact, parce que en fait on va peut-être mettre beaucoup d'énergie et beaucoup de renoncement sur un truc qui a très peu d'impact, alors que finalement arrêter de manger de la viande, pour moi ça n'en avait pas beaucoup, mais il y a des gens pour qui c'est très compliqué, mais enfin il y a des choses qui sont à gros impact, et donc c'est vrai que nous on a pensé aussi notre transition de façon assez rationnelle. Vous étiez à Paris avant? On était à Paris, ouais. Ok, ouais, donc gros changement. Quand même. Oui, et moi, j'aimais pas du tout la campagne avant d'aller y vivre, avant de commencer à y aller le week-end et de me rendre compte qu'en fait, ça avait des vertus extraordinaires aussi en termes de capacité à descendre mon rythme cardiaque et puis cette reconnexion à la nature. Enfin, moi, je pensais pas du tout. Et c'est très rigolo d'ailleurs de voir aussi que par une démarche écologique, on peut aussi découvrir des pans de soi et des vrais plaisirs et puis même là, dans le loisir, le tourisme, on a une manière de voyager qui est différente. On marche beaucoup plus maintenant, on fait de l'itinérance à pied et on découvre des trucs, mais qui sont tellement enthousiasmant, et en fait je passe des bien meilleures vacances aujourd'hui que je ne pouvais les passer. Et là on a décidé d'essayer même cet hiver de ne pas aller skier dans des stations, parce que stations de ski, pression sur les ressources, tout le monde est au même endroit au même moment, et puis il y a le sujet de l'eau, et puis les dameuses, les remontées, etc. Et donc là on va tester, donc on pourra vous faire un retour d'expérience. On va dans un chalet d'alpage, mais du coup qui est pas accessible à pied après, sauf à 2 heures de marche. Enfin, il est accessible qu'en 2 heures de marche. Donc on part avec nos enfants, notre dernière a 5 ans, et on va tirer nos courses sur nos luges et on va être au milieu de la nature. On va peut-être voir des animaux sauvages, et on veut recréer comme ça un autre lien de nos enfants qui par autant adorent le ski de piste avec le monde de la montagne de façon plus authentique. Il y a une question qui me vient, venant de Paris, avec le rythme de vie que vous aviez, et toi étant en contact aussi avec des dirigeants qui ont des vies à 1000 à l'heure, comment est-ce que ça a pu être perçu, ce changement-là, et dans quelle mesure est-ce qu'il y a un moment dans les choix de vie qui peuvent paraître radicaux à ces yeux-là, à un moment tu as pu sentir comme un espèce de gap ou d'incapacité des gens à comprendre, et du coup un blocage? Est-ce que ces changements-là personnels, ils peuvent créer une difficulté?
Pas tellement sur le lieu de vie. Je pense que ça, pour le coup, aujourd'hui, il y a une appétence de plus en plus forte de beaucoup de gens de s'extraire du rythme frénétique de la ville de Paris, etc. Sachant que moi, jusqu'à ce que je quitte la direction générale de My Sésame en juin dernier, donc il y a 6-7 mois, ça m'a aussi imposé un rythme où je faisais beaucoup d'allers-retours à Paris pour voir mon équipe, pour voir mes clients. Donc il y a aussi à un moment des choix et potentiellement des implications négatives de certains choix. Donc là, je suis très contente de recentrer plus mes activités. Et puis bon, il faut dire que la visio et tout ça a aidé. Sur l'acceptation, non, je pense qu'après, on s'est frotté moins dans le milieu professionnel, dans le milieu personnel aussi, à des incompréhensions ou à un sentiment d'injonction de dire mon mode de vie est le bon. Donc, je pense qu'il y a une question de posture, effectivement, à avoir. Et puis, l'approche qu'on essaye d'avoir avec Augustin, mon mari, c'est plutôt de dire essayons de montrer comme c'est cool aussi. Alors, je ne sais pas comment je peux montrer que c'est cool de ne pas manger de viande, à part de faire des super menus végétariens à Noël et de montrer que c'est... Et notamment, je fais une mini parenthèse, mais on a organisé un regroupement familial où on était 35 et en fait, on a fait venir un chef. On n'a pas dit aux gens tellement que c'était végétarien, ils se sont régalés pendant 3 jours et à la fin, on leur a dit, mais regardez, vous n'avez pas mangé de viande en fait pendant 3 jours et limite, vous en êtes pas rendu compte. Donc, c'est plutôt de montrer tout ce qu'il y a de positif, d'enthousiasme, de découverte de nouveaux coins de France, etc. Mais c'est pas toujours facile et de temps en temps, je pense la personne reçoit mal parce qu'aussi, on a une mauvaise posture de présentation de nos engagements. Tu disais en introduction, je crois qu'en présentant My Sésame, que vous étiez société à mission et que c'était important pour toi. En quoi est-ce que c'était important? Qu'est-ce que ça impliquait Alors, moi, j'ai découvert le sujet de la société à mission à ses tout débuts, puisque j'étais impliquée dans la création notamment de la communauté des entreprises à mission, qui est vraiment aujourd'hui l'association de référence sur le sujet de la société à mission, sachant que j'étais déjà, My Sésame était déjà ESUS, avait déjà le label Bicorp, donc on faisait partie de l'économie sociale et solidaire au titre d'ESUS, on est SAS, hein, et en fait, je trouve que la société à mission, elle apporte ça de très intéressant, qu'en fait, elle stratégise les sujets de responsabilité. Elle les met au cœur et quand on parle de raison d'être, à quoi sert la boîte en fait? Quelle est mon utilité au monde? Et donc le fait de s'écrire une mission, c'est déjà se fixer un cap stratégique qui prend en compte les enjeux sociaux et environnementaux, versus une approche Bicorp qui est plus une approche d'auto-évaluation, un peu 360 de comment fonctionne son modèle, mais on ne vient pas interroger stratégiquement la vocation de la boîte. Donc ça, je trouve que pour ça, c'est très intéressant. Donc c'est vraiment ce corpus de la mission qui est une boussole pour les collaborateurs. Et puis, et donc pour chaque décision stratégique, on les regarde au regard de la mission. Et nous, nos choix clients étaient orientés en fonction de la mission et de notre impact finalement de bascule. Et puis, le deuxième élément que je trouve hyper intéressant dans le modèle des sociétés à mission, c'est celui de la gouvernance. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui dans le modèle des sociétés à mission une gouvernance externe qui est le comité de mission, qui est un comité de mission de parties prenantes qui viennent aider la boîte à mieux faire sa mission, mais à mieux faire son business aussi, et avec un rôle très désintéressé, si ce n'est l'accomplissement de cette mission. Et en fait, c'est très rare d'avoir autour de soi des gens qui sont impliqués dans les décisions stratégiques de la boîte et qui sont désintéressés. En fait, on a des actionnaires, on a un conseil d'administration, on a des salariés, mais en fait, c'est que des parties prenantes qui, d'une certaine manière, sont dans une forme de conflit d'intérêts par rapport à leur propre intérêt dans la boîte. Le comité de mission a ça d'assez fabuleux et donc, c'est toujours des discussions extrêmement riches. Et puis après, il y a le sérieux de la démarche par l'organisme tiers indépendant qui vient aussi vérifier qu'on est vraiment société à mission et que ce qu'on a mis dans notre modèle de mission, nos KPIs, etc. est bien fait. Mais voilà. Donc, je trouve que c'est un super modèle qui n'est pas assez déployé, trop méconnu et qui, pour moi, est en plus à la fois un cadre très riche, mais en même temps laisse la liberté de décider qu'est-ce qu'on met dans sa mission. Donc, en fait, c'est à la fois très structurant et très libre. Donc, il y a une forme de souveraineté aussi pour les équipes dirigeantes. Et sur les gros clients, ou d'ailleurs les moins gros que tu as pu accompagner, j'imagine que la question de société à mission a pu se poser. Est-ce que toi, tu l'as vu? Est-ce que c'est toujours... Enfin, je pose la question parce que pour My Sésame, ça me paraît relativement facile de trouver une mission d'intérêt général ou une mission très, très forte qui fait beaucoup de sens. Mais j'imagine que ce n'est pas forcément le cas pour toutes les sociétés. On parlait du Club Med tout à l'heure. Est-ce que toutes les sociétés peuvent être des sociétés à mission et une société qui ne peut pas être une société à mission a une raison d'être? Alors, moi, je pense que toutes les sociétés peuvent être des sociétés à mission. Ça demande, du coup, potentiellement d'inscrire son entreprise dans une redirection assez franche
de leur business model. Et le Club Med pourrait tout à fait être une société à mission en ayant comme mission de réinventer un tourisme qui soit compatible avec les limites planétaires. Après, ça a des implications de réorientation du business très franches, mais la mission s'ancre dans la durée. On ne dit pas qu'on doit réussir. C'est un cap, c'est une direction. Hein. C'est vraiment son étoile polaire. Donc, évidemment, c'est plus facile pour des mission natives comme nous, où on est né à partir d'une problématique d'intérêt général. Pour autant, on a aussi, MySesame a aussi accompagné des entreprises à devenir société à mission. Et c'est un processus extrêmement riche, et notamment dans la manière dont la mission est construite, parce qu'en fait, elle crée de l'adhésion de ses parties prenantes, et à commencer par l'adhésion des parties prenantes internes et des salariés, extraordinaire. Donc, en fait, il y a vraiment des avantages d'un point de vue business, rétention, dynamique collective, dynamique d'équipe, à devenir société à mission, au-delà de l'impact qu'on va avoir sur le monde. Je ne peux que plus soyez. Que plus soyez, exactement. Je voudrais qu'on parle quand même de la session de MySesame, qui est finalement relativement récente. Ça a eu pas mal d'impact. Déjà, pourquoi cette session? Puis qu'est-ce que ça a changé pour toi? Et puis après, on parlera de la suite. Oui, alors moi, j'ai effectivement cédé MySesame de mémoire en mai 2022. Il se trouve que la raison, elle est beaucoup liée au Covid et à la structuration de mon écosystème business. Le Covid, j'ai trouvé ça très difficile, en fait, dans cette période-là, d'être seule dirigeante, seule actionnaire. Enfin, j'avais quelques actionnaires très minoritaires que j'avais fait venir au début de l'aventure. Mais globalement, j'avais l'impression de porter à la fois l'actionnariat, la direction générale. Et en fait, j'avais vraiment envie de rejoindre un collectif et de m'adosser. Donc, il y avait un enjeu très perso de ne plus être seule dans cette aventure entrepreneuriale. Tes équipes, vous étiez combien 10. On était 10-12. Et donc, voilà. Et après, il y a eu la dimension que le sujet qui était très océan bleu, démarrage balbutiant quand j'ai créé MySesame en 2016, c'est beaucoup plus structuré et accéléré. Et donc, il y avait une consolidation du secteur. Et en fait, je me suis dit, pour que notre mission, au-delà de la boîte, en fait, pour que notre mission puisse continuer à exister et rayonner, il faut qu'on s'adosse à plus gros. Donc ça, c'était un peu ma réflexion. Et puis après, il se trouve que, coup de chance, j'ai été approchée parce que j'ai pas été faire un tour des acquéreurs par plusieurs entreprises. Et en fait, j'ai décidé de me rapprocher, de me marier avec Kea Partners. La première raison étant que Kea est société à mission, avec une mission qui est entreprendre les transformations pour une économie souhaitable et qui est très congruente, en fait. Bon, alors on a passé pas mal de temps sur la définition de l'économie souhaitable. Mais j'allais dire, le souhaitable, il est... Oui, mais en fait, ils sont... Enfin, il et je, puisque je suis au comité de mission maintenant de Kea, mais on est en train de travailler sur affiner et on est vraiment sur comment... C'est une économie qui est dans la théorie du donut. Donc, il y a à la fois qui s'inscrit dans les limites planétaires, mais qui respecte un plancher social d'accessibilité des biens et des services pour le plus grand nombre. Donc, ça va être affiné. Et donc, en tout cas, c'était très congruent. Et donc, il y a eu à la fois la mission qui m'a parlé, les personnes que j'ai rencontrées très clairement, et puis la proposition du deal. La proposition du deal, elle était pour moi hyper importante parce qu'elle me laissait toute ma liberté entrepreneuriale. Et donc, la manière dont Kea fonctionne aujourd'hui, parce que Kea, en fait, a une démarche entrepreneuriale dans le monde du conseil qui est assez rare, parce qu'ils ont levé des fonds à la fois en equity et en dette pour aller construire le premier groupe français et européen indépendant de conseil de direction générale. Et donc, il y a eu une douzaine d'acquisitions ces 2-3 dernières années, et avec le principe qui est toujours le même, c'est-à-dire que les entrepreneurs restent à la tête de leur structure, très libres de leur manière d'embaucher, de choisir leurs clients, de faire leur mission, de pricer leur mission, mais en rejoignant le partnership du groupe. Donc moi, j'ai changé un peu de casquette puisque donc je suis restée dirigeante de MySesame, mais j'ai rejoint le collectif des 35 partenaires de Kea avec une casquette en plus qui était de dire comment j'aide le groupe à accélérer sur sa mission, puisque typiquement Kea, inversement de MySesame, n'était pas mission native, donc était et toujours d'ailleurs dans une démarche de redirection de son activité pour bien coller à sa mission. Et donc, c'est plein de questions sur des territoires clients à désinvestir et d'autres à investir, etc. Et donc, et voilà, moi, c'était vraiment ces 3 éléments, la mission, les gens que j'ai rencontrés et puis la possibilité de garder mon indépendance, ma liberté. Bon, la réalité, c'est que je suis pas allée tout à fait au bout du deal parce que je pense que j'avais trouvé probablement une utilité plus forte dans d'autres engagements comme la CEC, le réseau Entreprendre. Enfin, aujourd'hui, moi, ce qui me drive, c'était embarqué dans la mission de MySesame, mais en fait, c'était vraiment moi qui le portais. C'est comment on repense nos modèles de réussite individuelle et collectif. En fait, pour moi, on n'arrivera à faire les transitions qu'on doit faire que si on sort d'une logique de
le Graal de la réussite individuelle et collective, c'est l'accumulation de biens, de matériel, d'argent et de pouvoir. Et qu'on passe dans le Graal demain, c'est transmettre, apprendre aux autres, être utile à la société. Et si ça devient ça, le nouveau cool, on aura gagné. Et tous les sujets de transition seront hyper faciles parce qu'en fait, ça en découlera. Donc, changer nos modèles de réussite individuelle et collective, moi, c'est vraiment mon driver. Et en fait, ce que j'ai commencé à faire dans la CEC, avec cette CEC sur les nouveaux imaginaires et nouveaux récits, pour changer le récit dominant. Le réseau Entreprendre, qui me semble être un lieu où on promeut justement un entrepreneuriat qui n'est pas un entrepreneuriat de la surincarnation, mais qui est un entrepreneuriat de l'utilité sur les territoires. Et puis, dans notre logique d'investissement, c'est ça aussi qui drive un peu notre logique d'investissement. Canon, merci beaucoup. Justement, on va en parler. Pour ça, on va accueillir 2 nouvelles personnes. Alors, Rémi Douchet, qui vient régulièrement de ce focus avec la casquette d'expert Sapiens. Bonjour Aurore. Et Augustin, ton mari. Bonjour à tous. Merci Laurence, Augustin. Je serais heureux de partager avec vous, que vous nous partagiez en fait la nouvelle étape post-sortie de MySésame, où vous êtes tous les deux très investis dans la sélection et dans l'investissement dans des jeunes pousses. Et donc, est-ce que vous pourriez nous parler de la mission? Parce que j'imagine que si vous avez participé, ou en tout cas surtout toi, Laurence, le fait de faire grandir les entreprises à mission, vous avez aussi une mission dans les investissements que vous choisissez. Donc, je serais ravi que vous nous en parliez un petit peu, Augustin ou Laurence. Peut-être présente-toi, parce que en fait, aujourd'hui, notre approche d'investissement, elle est liée à la session de MySésame, elle est aussi liée beaucoup au parcours d'Augustin dans l'investissement, et d'ailleurs à la surface financière que ça nous permet d'avoir dans cette logique d'investissement. Donc peut-être avant de te répondre, je peux te laisser Augustin te présenter. Oui, alors effectivement, donc en plus d'être le mari de Laurence, je suis aussi probablement le premier, j'allais dire client, mais on parlait tout à l'heure de bascule et de points de contact réguliers pour pouvoir faire sa transition. Donc j'ai bénéficié de nombreux points de contact. 15 ans d'accompagnement pour la bascule d'Augustin. Et je pense qu'il me fallait ça parce qu'effectivement, moi, je viens mon parcours, c'est 5 ans de banque d'affaires, plus 10 ans de fonds d'investissement dans du large cap, donc très, très classique, dans un microcosme qui est très, très, très challenging, très intéressant, mais où effectivement, on se pose pas forcément tous les jours la question de remettre en question le saint graal de la croissance ou de challenger la définition de TRI. Et je pense que c'est aussi grâce à ces plus de 20 ans maintenant de vie avec Laurence qui m'ont permis d'avancer là-dessus. Et aujourd'hui, voilà, d'avoir Laurence et moi une approche sur la façon dont on investit notre patrimoine qui soit, on essaye le plus cohérent par rapport à cette transition. Justement, quels sont les critères? Ouais. Puisque tu parles des critères de TRI et qui ne sont pas les critères essentiels dans la vision qu'est la vôtre. Aujourd'hui, notre patrimoine est actuel et futur. Financier, j'entends, on a vocation effectivement, on l'envisage avec Laurence comme un formidable outil d'action et pas du tout comme quelque chose en tant que patrimoine financier qu'on souhaitera léguer forcément à nos enfants comme une enveloppe pour aller la dépenser à droite à gauche. Et ça implique plusieurs choix aussi dans notre façon dont on a approché l'investissement. C'est-à-dire que pour reprendre des critères très, très classiques d'investissement, oui, on va chercher une certaine forme de diversification dans les tickets qu'on va allouer entre des fonds d'impact, on pourra y revenir, avec des profils qu'on considère, nous, relativement peu risqués parce que bien diversifiés. Alors après, on a des critères sur qu'est-ce que c'est qu'un fonds d'impact dont on pourra reparler. Et à côté de ça aussi, des investissements en direct dans les sociétés, donc là, avec un profil beaucoup plus risqué. Et de trouver le bon équilibre pour qu'in fine, entre ces profils d'investissement relativement diversifiés et des tickets sur des boîtes relativement jeunes et donc par définition où il faut être prêt comme un fonds de VC classique à perdre la moitié des lignes ou même les deux tiers pour pouvoir ensuite compenser avec le reste. Faire en sorte que le tout nous permette de maintenir cet outil d'action qu'on pourra ensuite transmettre, mais comme un outil d'action à nos enfants. Ce qu'on souhaite transmettre à nos enfants, c'est de se dire, regardez, vous avez
Ce véhicule, c'est génial, vous allez pouvoir à votre tour agir sur des causes qui vous sont chères. Et c'est ça le principal élément qu'on souhaitera leur transmettre. Et peut-être pour compléter, donc avec aussi une vision que cet outil ne se dégrade pas, mais qu'il n'a pas besoin forcément de grandir, si c'est le faire grandir au détriment en fait de ce qu'on a envie de financer. Donc on est plutôt à se dire il faut que globalement le portefeuille se maintienne à peu près l'inflation pour que le capital ne perde pas, mais on n'est pas du tout sur des recherches de TRI de beaucoup d'investisseurs à impact qui veulent rester sur des TRI de 15 à 20%. Donc ça, c'est sur la partie rendement. Et puis sur la partie finalité, globalement, ce qui nous anime tous les deux, c'est une transition juste. Donc très clairement, il y a un tropisme fort sur la transition environnementale dans nos choix d'investissement, plutôt low-tech, aussi parce que la tech attire énormément. Donc, et transition juste, on a évidemment... Enfin, je pense que la théorie du donut, j'espère que je mets là peut-être un gros mot qui n'est pas bien connu, mais enfin, c'est cette théorie qui dit que pour qu'on puisse continuer à vivre, nous, l'humanité, sur de façon stable et que avec tout le monde qui a accès aux droits fondamentaux, il faut qu'on vive dans un espace sûr qui se situe entre les limites planétaires et un plancher social qui est l'accès à des droits fondamentaux pour le plus grand nombre. Et donc, c'est vraiment ça qui drive, je pense, notre thèse d'investissement, sachant que on en a parlé sur le TRI, mais sur la partie... ça donne quand même une grande liberté de se dire qu'on ne recherche pas forcément qu'on est dans la gestion du risque, comme le disait Augustin, pour que l'outil continue d'exister, mais qu'on n'est pas dans une recherche de maximisation du TRI. Et peut-être juste un complément aussi, je pense que dans notre thèse, c'est induit, et c'est pas vraiment un KPI de succès, mais c'est un KPI de choix, c'est de se dire on va aller souvent là où on a l'impression que les flux d'investissement à impact sont moindres. Donc, on va aller plutôt regarder des dossiers qui nous semblent solides. L'idée, c'est pas de mettre notre argent à fond perdu dans un truc qui n'a aucun sens et qui va péricliter. Mais on va plutôt aller chercher des entrepreneurs à un moment où ils sont sur un track record, c'est super. Leur boîte va bien. Tout le monde veut investir parce que c'est une marque de textile made in France super trendy. Bon, à un moment, depuis 2 ans, il y a des problèmes de sourcing et de fournisseurs. Et là, il y a besoin de relever des fonds. Nous, on va venir à ce moment-là, où là, il y a bizarrement beaucoup moins de monde, parce que les chiffres depuis 2 ans sont beaucoup moins bons. Donc, c'est aussi de se dire, comme on a cette liberté qu'on se donne de ne pas faire maximiser le TRI de nos investissements, ça nous permet d'aller à des endroits où il y a des points d'inflexion, des passages qui doivent être passés. Pour un entrepreneur, il y en a toujours. Oui, il y a un point aussi important, parce qu'effectivement, moi, je reste un investisseur, donc bien sûr qu'on va faire une analyse, et ça, c'est sûr que on se complète très bien avec Laurence. Laurence a un réseau hyper important, donc en termes de capacité à identifier des nouveaux projets, ça nous permet d'avoir de pas faire trop de communication là-dessus pour ne pas non plus se retrouver avec une pile de projets qui seraient peu qualifiés. Donc, on a naturellement des projets relativement bien qualifiés qui nous arrivent. Augustin dit que je fais l'origination, pour dire les grands voilà, mots. et ensuite, on a, je dirais qu'on a une approche relativement rationnelle pour, encore une fois, un des premiers KPI, ce sera quand même de s'assurer que les projets qu'on soutient, qui peuvent être dans la durée et dans le très long terme, parce qu'encore une fois, nous, le TRI, par définition, il y a une notion de sortie. Là, récemment, on avait soutenu un projet dans l'accompagnement plutôt sur des populations très éloignées de l'emploi. Et ce projet, finalement, aujourd'hui, c'est une boîte qui prend une grosse part de l'activité de Pôle emploi à titre privé. On aurait pu sortir avec une bonne valo d'ailleurs, hein, avec un TRI bien supérieur à ce qu'on a comme objectif. Mais le souhait de la dirigeante en l'occurrence, c'était de pouvoir conserver autour d'elle des actionnaires avec une approche qui soit aussi très orientée impact. Et donc, quand elle nous a dit vous voulez sortir ou vous voulez rester, nous, on est ravis de rester. Et si on reste parce que c'est une entreprise qui continue d'avoir de l'impact, c'est le premier critère. Quelque part, la double peine, c'est une société sur laquelle on a mal fait le boulot et dont l'aventure s'arrête plus tôt que prévu. Oui, on a perdu notre mise, mais aussi, ça veut dire que je dirais que d'un point de vue impact, par définition, il sera beaucoup plus faible. Donc, on a aussi cette caractéristique-là parce que c'est un véhicule qui a vocation à être constamment réinvesti sur d'autres projets.
à pas avoir des contraintes comme moi je pouvais les avoir dans un fonds de private equity classique, où au bout de 10 ans, le fonds se clôture et donc il faut qu'on ait vendu toutes nos sociétés d'ici là. Ça contraint énormément l'investisseur dans ses approches. Et d'ailleurs, dans la notion d'impact, puisque plus ça dure et plus la cause est bonne, plus l'impact est grand, en fait. Sans forcément que ce soit un impact au sens financier, c'est un impact au sens résultat. Tout à fait. Voilà. Et donc, et après, sur les impacts, Laurence a mentionné, effectivement, je pense qu'au départ, on est allé assez naturellement vers des sujets, quand on parle impact, alors nous, effectivement, on a plusieurs verticales, mais le climat en est une. Et quand on parle transition écologique, on parle aussi assez rapidement de liens, rapport à la société, de liens sociaux. Donc, on a aussi investi dans des entreprises dont la vocation est de permettre de recréer du lien, notamment avec nos aînés. Et pardon, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'effectivement, on est assez vite, quand on commence à dire qu'on fait de l'impact, sollicité pour des opportunités très tech. Et c'est vrai que c'est notre stratégie aujourd'hui, elle est d'essayer de trouver des opportunités qui aient de l'impact, mais sans que ce critère de la tech soit au premier plan, et même plutôt l'inverse, parce qu'on est convaincu aussi. Déjà, encore une fois, on est ces investisseurs qui arrivent, qui sont disponibles, et là où la plupart des gens trouvent que c'est plus compliqué. Et aujourd'hui, quand on parle tech, on a tout de suite un parterre d'investisseurs potentiels à sa disposition. Et au-delà du fait que nous, on soit pas forcément convaincus que la tech va tout solutionner. Clairement pas. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on est aussi sur une approche où on essaie d'aller défricher des territoires qui sont peut-être pas aujourd'hui ceux dont la plupart des investisseurs à impact ont forcément en tête. Et merci d'éclairer ça, parce que j'allais poser la question, et tu y réponds, Augustin, sur tout à l'heure, tu parlais de l'atavisme familial qui était dans l'économie sociale et solidaire. Et nous, on le constate un peu dans le monde de l'investissement, où il y a beaucoup de fonds, en fait, qui sont dans la transition écologique, parce que c'est souvent aider de la tech, c'est souvent des plaies mondiaux. Et je constate, en tout cas dans la mission que vous êtes donnée, aussi de pouvoir accepter d'être dans l'économie sociale et solidaire, et de pouvoir recréer du lien, souvent dans des écosystèmes qui sont du coup low-tech, plus locaux, plus lents, moins créateurs au sens financier du terme, de valeur à court terme, mais beaucoup plus impactants, parce que c'est des enchevêtrements qui sont dans l'économie et qui se tissent et qui prennent du temps. Oui, en fait, je crois qu'on a une vraie conviction, et aujourd'hui qui souffre de méconnaissance pour moi dans le monde entrepreneurial et de l'investissement, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sous-estiment la puissance de notre infrastructure du lien et du soin. En fait, si notre société tient aujourd'hui, c'est beaucoup grâce à cette infrastructure du lien et du soin. Et en fait, c'est là, et d'ailleurs, on l'a vu pendant le Covid, alors tout d'un coup, on s'est rendu compte que les gens qui prenaient soin, ils étaient importants. Mais en fait, on oublie, et soutenir cette économie-là, qui est l'économie, en fait, du care, c'est extrêmement important pour nous tous. Et donc, en fait, bien sûr, il faut décarboner l'économie, et c'est bien d'avoir quelques technos qui aident à la décarbonation. Mais déjà, je trouve que souvent, d'ailleurs, dans l'investissement Tech for Climate, on manque un petit peu d'une vue globale sur la CV, enfin, l'analyse de cycle de vie globale, parce qu'il y a des effets rebonds, il y a des matières à aller chercher. Enfin, moi, je trouve que l'information qu'on nous transmet en tant qu'investisseur, elle est un peu partiale. Et donc, je suis quand même très vigilante sur et pour autant, on a investi au démarrage, parce que c'est rassurant, et c'est là où on est venu nous chercher, plutôt dans quelques fonds qui sont quand même un peu Tech for Climate. Petit débat interne entre nous. Mais c'était rassurant, etc. Aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment on fait aussi évoluer au fil de nos discussions, réflexions, constat de l'état du monde, notre thèse. Et ce qui est bien, c'est que la discussion est facile et rapide, et se prend assez rapidement. Mais en fait, je pense que vraiment, en tout cas, valoriser cette infrastructure du lien et du soin, avec des projets, effectivement, qui sont comment on réhumanise l'accompagnement de nos aînés, comment on aide des gens qui sont très compétents dans ce qu'ils font, mais qui sont très éloignés de l'emploi parce qu'ils sont en fracture numérique, mais aussi parce qu'ils ont des problématiques de français à l'écrit, comment on les remet en selle dans le monde du travail. Tout ça, c'est des projets qui sont extrêmement importants pour notre économie. Moi, j'aimerais rebondir sur la sélection que vous avez faite sur les fonds que vous accompagnez, parce que je comprends que vous investissez en direct dans des boîtes et peut-être dans la recréation du lien vers les aînés, mais est-ce que vous avez trouvé des fonds qui, notamment dans l'impact, recréent du lien social et tout ça? Est-ce qu'il y a des exemples que vous acceptez de citer sur ce sujet?
Alors oui, je pense qu'on peut en citer. Celui qui me vient en tête, qui est une approche un peu plus originale. Alors, je pense pas qu'il ait une structure juridique de fonds. Je pense que c'est une société à capital variable, enfin peu importe, et qui s'appelle Good Only Venture, Gov. Et leur approche qui est assez intéressante. Donc, à l'origine, c'est un collectif composé d'investisseurs, aussi d'entrepreneurs, et qui s'est dans son approche pour identifier des opportunités, a créé des espèces de partenariats avec des ONG sur des thématiques dont notamment la santé, le lien social, la biodiversité, et qui permet, au-delà du comité d'investissement classique, de valider la viabilité d'un modèle économique, la solidité d'une équipe, de pouvoir avoir une ONG spécialisée sur une thématique spécifique qui va pouvoir valider ou pas l'impact véritable du projet. Et alors, je pense, c'est toujours l'exemple qui est cité, mais qui est parlant. C'est par exemple, ils avaient regardé une société qui voulait investir dans le recyclage de vêtements. Et typiquement, cette société, elle a été, je crois, évaluée par une ONG, en l'occurrence, ça doit être Sea Shepherd, Surfrider, par la Surfrider Foundation, qui a dit, qui a mis en avant le fait qu'effectivement, il y avait quand même un problème, un enjeu à résoudre quand on parle de recyclage, c'est que les vêtements en général, ça crée énormément de microparticules de plastique au moment du lavage. Et comment est-ce qu'on aborde ça? Parce que sinon, en réalité, on va continuer à augmenter la pollution dans les rivières, les fleuves et les océans. Et donc, c'est cette approche vraiment très, très globale, et d'avoir comment dire, un organe indépendant qui puisse valider ou pas une thèse d'impact, qui je trouve intéressante dans ce fond-là. Et en fait, Gov, ils ont 6 verticales d'investissement, et sur chaque verticale, ils ont une ONG référente qui évite, en fait, surtout, je trouve, les effets rebonds ou les choses qu'on ne voit pas quand on ne fait pas l'analyse globale d'un projet, et qui est un tiers indépendant, en fait, expert du sujet. Donc, c'est vrai que ça, c'est typiquement un fonds d'impact dans lequel on a investi. On est très content. On a investi au démarrage. Quand même, c'était assez jeune au moment où on a décidé de rejoindre. Donc là, ça prend un petit peu plus de dimensionnement. Et après, je pense que peut-être un complément par rapport à ta question. Moi, j'ai par exemple aussi décidé de rentrer dans 50 Partners. Alors là, pour le coup, 50 Partners Impact, il y a du monde. Et donc, on peut se dire que c'est pas très congruent avec ce qu'on disait d'aller à des endroits où il y a moins de monde. Moi, ce qui m'intéresse dans 50 Partners, et qui a été la conversation très rapidement avec eux, c'est que 50 Partners Impact 3, leur troisième véhicule sur l'impact, ils veulent le faire devenir société à mission. Ils veulent aller un cran plus loin. Et donc, ça peut être aussi d'aller à ces endroits-là de fonds d'impact qui sont peut-être plus traditionnels, mais de les aider à accélérer sur une forme d'exigence additionnelle sur l'impact, de venir questionner, challenger le ratio performance-impact. Enfin, voilà. Et donc, on est aussi intéressé à être à ces endroits-là pour venir être un peu le poil à gratter sur l'inflexion même des fonds d'impact. Et on a investi aussi dans Citizen Capital, et on a toujours dit à Citizen, on est très intéressé parce qu'ils cherchent à lever un fonds qui s'appelle un fonds transition juste, qui est compliqué. Parce qu'en fait, les projets qui soutiennent la transition juste, c'est-à-dire qui font de l'inclusion dans la transition environnementale, ils sont pas très faciles à trouver, et ils sont pas très cohérents avec les attentes de TRI de certaines personnes de Citizen. Nous, on a dit, nous, on est à fond typiquement pour venir sur ce fonds-là en particulier, si vous le levez. Parce qu'effectivement, quand on parle de justice sociale, de transition juste, etc., ce qui est intéressant dans le modèle économique, c'est que par définition, une des variables qui est normalement une variable assez importante dans un compte de résultat, c'est le prix. Et donc, si on veut faire une transition juste, on a une variable sur laquelle on va être beaucoup plus contraint. Et donc, c'est pour ça que c'est pas évident d'un point de vue investissement de trouver la bonne martingale, mais je trouve qu'elle est très, très intéressante. Et effectivement, nous, on les encourage, et on serait très ravis de pouvoir aussi investir dans ce type de stratégie. Et je pense qu'il y a 2 chiffres, je ne sais pas si vous les connaissez, mais France Invest a donné quelques chiffres, notamment sur la vision d'impact, combien de fonds. En gros, France Invest établit qu'il y a à peu près 1% en fait, de l'investissement en France qui est tourné vers l'impact, et que dans l'impact, il y a 50% des fonds qui sont vers du venture.
Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on peut, quand on a envie de mettre son patrimoine au travail de manière responsable, voire impact, est-ce qu'on peut allouer 100% de son patrimoine de manière équilibrée vers l'impact? Est-ce que c'est ce que vous faites, ou alors est-ce que vous avez une vision plus patrimoniale en disant on y va progressivement parce que l'univers devient de plus en plus impact, ou vous vous êtes dit on y va tête baissée, quitte à prendre des risques parce que c'est comme ça qu'on a envie d'être aujourd'hui? Je dirais que, après, peut-être que je Vas-y, connais pas vas-y. tous nos investissements, mais globalement, on a quand même du patrimoine avec de la pierre, donc ça, c'est pas de l'investissement impact. On a un peu de liquidité, mais sinon, tous nos poches sont essentiellement sur de l'impact. On fait pas de l'investissement en dehors de, on n'a pas de stratégie d'investissement. Et là, je vais découvrir des choses. Non, mais mais c'est intéressant comme question. Et la question, c'est est-ce que il est raisonnable d'investir l'intégralité de son patrimoine liquide? Raisonnable ou possible? Possible, ouais, effectivement, dans l'impact. Tout dépend du patrimoine, peut-être. Non, mais après, ça dépend. Si on prend une vision très macro, aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas, effectivement, 90% des entreprises qui sont à impact. Donc, si demain, l'intégralité des investisseurs dans le monde se disait je voulais investir dans l'impact, ça créerait par définition un goulet d'étranglement. Un goulet d'étranglement. Oui, mais à titre plus micro sur nous. Voilà, non, mais c'est intéressant. Après, moi, typiquement dans les stratégies d'impact aussi, puisque j'en parlais avec un family office qui s'est créé sur l'impact, et qui se posait la question de savoir s'il fallait chercher que des projets natifs ou des projets en transition. Et moi, mon point de vue là-dessus, c'est de dire effectivement, il y a la face cachée de l'iceberg, c'est 99% de l'économie qui aujourd'hui doit faire cette transition. Donc, en tant qu'investisseur, si on veut aller sur des sujets d'impact, après, en fonction de ses tickets et de ses convictions, mais ça peut aussi être d'aller dans des boîtes traditionnelles, essayer de faire shifter en tant qu'actionnaire une boîte pour la rendre plus vertueuse. Et donc là, Et d'ailleurs, chez Abenex, qui est en train de monter un fonds de transfo industriel, moi je suis dans leur comité, dans le comité de mission, donc du coup je les connais de près, c'est passer du brown to green en fait dans le monde industriel français. Et là, on a dit qu'on était prêt, qu'il y a un fonds article 9, qui est un fonds d'impact, mais qui est un fonds d'impact de transition, qu'on était intéressé à rejoindre le tour de table, parce qu'effectivement, ça fait aussi partie de ça, de faire de l'impact. Mais moi, je réponds oui, jusqu'à ce que tu me contredises, tu l'as toujours pas fait, que tout le patrimoine liquide peut être investi dans l'impact. À titre individuel, je pense que aujourd'hui c'est encore possible. Et encore une fois, d'autant plus, nous on a une casquette un peu particulière où en plus on a je pense, c'est un très bon attelage pour pouvoir le faire relativement efficacement. Mais encore une fois, je pense que on peut aussi, en tant qu'actionnaire, on a tous un rôle à jouer. C'est toujours le triangle. On parle du triangle de l'inaction sur ces sujets-là entre le citoyen, l'État et les entreprises. On peut rajouter l'actionnaire qui peut aussi jouer son rôle et donc investir dans les entreprises en essayant à plusieurs de faire évoluer les choses dans le bon sens. Laurent, je voudrais revenir sur un sujet que tu partages avec Marc Batty, qu'on a fait venir sur ces ondes il y a quelques temps, sur la redéfinition. On avait eu un débat très intéressant sur la redéfinition des codes de la réussite, parce qu'on se rendait compte en discutant avec Marc, à juste titre, que en fait, si on change pas les codes de la réussite, en fait, on aura toujours cette envie d'accumulation de biens, de réussite, de pouvoir, ce que tu évoquais tout à l'heure. Est-ce que aujourd'hui, tu constates qu'il y a des lieux où on commence à faire évoluer cette notion de réussite qui permettrait d'avoir probablement une économie plus sobre et une capacité. Et puis on parlera après du sujet des pélicans, parce que je pense que tout ça est un peu corrélé. Oui, alors effectivement, il y a des lieux, heureusement, et merci. Et moi, j'ai besoin d'ailleurs d'aller me nourrir dans ces lieux que sont la CEC, que sont toute une partie de l'économie sociale et solidaire, où on a déjà des gens qui ont en fait décidé, et c'est 10% du PIB, l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, dans les cercles business traditionnels, d'investissement traditionnel, il y a des questions qui se posent. C'est quand même une remise en cause, et ça revient un petit peu à ce que tu disais, Aurore, en introduction, une remise en cause un peu profonde de ce qui drive les gens. Donc, c'est compliqué, c'est long, c'est des changements profonds. Donc, j'ai pas une réponse. Je pense que c'est notre seule voie de salut, entre guillemets. J'ai pas de réponse sur comment accélérer ce changement, si ce n'est par l'exemplarité,
par l'exemple positif, par l'exemple qui donne envie. C'est-à-dire que si on focalise aussi sur qu'est-ce que ça veut dire en termes de renoncement, qu'est-ce que ça veut dire, on va pas embarquer les gens parce qu'en fait c'est très compliqué de se dire je vais changer pour renoncer. Donc c'est aussi de montrer tout ce qu'il y a de très enthousiasmant dans cette transition et dans cette manière de repenser et tout ce qu'on gagne quand on est impliqué dans et d'ailleurs 90% des Français sont impliqués dans une association, qu'elle soit de parents d'élèves. Et en fait, pourquoi les gens font ça? Mais parce qu'en fait, ils en récupèrent énormément pour eux, de valorisation, de bien-être, de sentiment d'utilité. Et donc, c'est comment on remet ces discours-là et ce récit-là au cœur de la société. De dire, mais regardez, en fait, ce sentiment d'utilité, vous l'avez peut-être beaucoup plus que quand vous faites un énième deal dans un fonds de private equity classique qui, finalement, vous rend pas tellement plus heureux. Alors que quand vous avez passé une demi-journée à chanter parce que vous faites du chant tout seul dans votre coin, mais que vous adorez ça dans un EHPAD, mais qu'est-ce que vous vous êtes senti bien? Qu'est-ce que vous vous êtes senti utile? Donc, c'est redonner aussi cette expérience de l'utilité aux autres. Et je pense que le sujet du récit dominant est pour moi vraiment la clé. C'est pour ça qu'il faut prendre la parole et c'est pour ça que et donc c'est génial que vous fassiez ce podcast et c'est pour ça qu'on a fait la tribune notamment sur la taxation de l'héritage et plus globalement les Pélicans ou la Concorde dont on va peut-être parler. C'est comment on fédère notre voix autour d'un récit différent de ce modèle de réussite. Et justement, tu parles de modèle de réussite. Aujourd'hui, qu'est-ce qui motive en fait votre prise de parole sur la tribune, sur l'héritage? Tout à l'heure, tu parlais de transmission. Qu'est-ce qu'on a envie de transmettre à ses enfants? J'imagine que dans la transmission, il y a la transmission du savoir, mais il y a la transmission aussi potentiellement d'un héritage, mais qui est pas forcément qu'un héritage matériel. Donc, Oui, et alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des études qui sont faites sur, notamment dans les centres de soins palliatifs et sur les gens, qu'est-ce que sur leur lit de mort, ils ont envie de dire. Et en fait, personne n'a envie de dire « je t'ai laissé un gros pactole ». Personne n'a envie de dire ça. Les gens ont envie de dire qu'est-ce que j'ai envie d'avoir transmis, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir laissé derrière moi, et c'est toujours une autre forme d'héritage, de valorisation, d'amour, etc. Et donc c'est remettre ça en fait au cœur de la tête des gens. Et donc ce sujet de la tribune et de l'héritage et du sujet de la transmission, il est vraiment de se dire comment on s'assure qu'on fédère et qu'on donne une voix à des gens qui, en fait, sont en train de se dire « Mais moi, ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants, c'est mon capital culturel, mon capital social, potentiellement un outil ou des outils qui leur permettent d'être utiles au monde, comme le petit véhicule qu'on a créé avec Augustin, et de leur montrer qu'ils sont pas seuls à penser ça et que finalement, ça peut être, c'est un peu ce que je te disais en introduction, le nouveau cool. » Alors, ça me semble aussi, il y a cette notion de qu'est-ce que j'ai envie de transmettre. Et puis moi, j'ai toujours un truc qui est très accroché à moi, mais qui n'engage que moi, même si je pense qu'il est assez partagé d'ailleurs au sein du groupe des Pélicans. C'est de dire, on vient aussi d'un endroit qui nous oblige. Et on peut pas nier ça. En fait, on est né avec un tel capital social, culturel, financier. On en est là certainement parce qu'on a un peu de mérite, mais surtout parce qu'on a eu beaucoup de chance. Et donc, ça nous oblige. Et pour moi, il y a vraiment, moi, j'ai été élevée là-dedans à grand pouvoir, grande responsabilité. Et en fait, on a tous beaucoup de pouvoir, d'influence financier, de réseau. On a fait des écoles qui sont aujourd'hui dans les arcanes de l'économie. On connaît plein de gens qui sont dans les arcanes du pouvoir économique, politique, etc. Et ça nous oblige. Donc, il y a pour moi ce double mouvement on est à un endroit qui nous oblige. Et par ailleurs, c'est tellement enthousiasmant. Et en fait, tout le monde, n'importe qui, a envie beaucoup plus de transmettre des valeurs, de l'utilité, de l'amour, de l'amitié à ses enfants et à ses proches que du pognon. Et ça, c'est, je pense, unanimement partagé. Et en fait, c'est juste que on nous conditionne à nous dire, mais non, il faut que je transmette autre chose. Et d'un point de vue purement textuel, qu'est-ce qu'il faudrait modifier aujourd'hui dans la Constitution, parce que j'imagine que cette tribune, elle n'est pas que éditoriale, elle est aussi, j'ai envie de faire bouger des choses. Qu'est-ce qu'il faut changer formellement? Je pense que très important, et c'est intéressant que tu parles de la Constitution, la hiérarchie des normes nous rappelle que dans l'état de droit français, la Constitution française prime sur les autres textes et sur les autres régulations, et elle est formidable cette constitution, donc déjà on aurait intérêt à la relire, ça c'est le premier point. Après dans la loi, je pense que là il y a une échéance très claire qui est le 20 février, il y a la loi Zuckman qui va être proposée et votée à l'Assemblée, qui est donc qui est cet économiste qui nous invite à taxer le patrimoine des personnes les plus riches pour financer, pas juste pour taxer les riches, c'est pas le sujet, c'est pour financer tous les enjeux de transition qui sont devant nous. Et donc là, textuellement, il faudrait que cette loi soit passée. Et en fait, la tribune, elle va dans ce sens-là, et elle était sur le patrimoine des 1% les plus riches dont on fait partie, parce qu'on avait vraiment à cœur, avec Marc Batty et ce collectif des 115 qui ont signé cette tribune, on avait vraiment à cœur de parler en notre jeu.
Pas dire allez taxer les très les ultra riches. Non, en fait, déjà nous, on représente les 1% les plus riches. Et on pense que l'héritage est un moment de très grande inégalité. C'est probablement le plus grand vecteur d'inégalité aujourd'hui en France. Et donc, comment on s'assure qu'à ce moment-là, mais en fait, ça va au-delà de l'héritage. La prise de voix, elle était de dire on doit être dans une logique de justice sociale, on doit plus contribuer. Évidemment, le monde politique, après la publication de la tribune, est venu nous toquer à notre porte en disant mais c'est très important en fait d'avoir des voix qui sont des gens crédibles dans l'économie. Et quand je parle de Marc, il a quand même fondé, ce qui n'est pas mon cas, une licorne française. Et puis tout autour de la table des 115 qui ont signé cette tribune, c'est des entrepreneurs qui ont monté des très belles boîtes, qui sont connus du grand public. C'est-à-dire ces gens qui sont crédibles dans le monde économique, qui ont monté des entreprises, qui sont pas des amoureux des petites fleurs. Ces gens-là disent oui, ça nous semble être une bonne idée. Et donc je pense que c'est extrêmement important de faire entendre cette voix et pas seulement la voix de Bernard Arnault qui dit ah non, moi si vous me taxez, je me casse. C'est faux en fait. Beaucoup d'entrepreneurs ne pensent pas ça, beaucoup de dirigeants ne pensent pas ça. Mais on a un récit dominant qui nous fait entendre le contraire. Puisqu'on parle de la transmission, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que vous aurez estimé, quand est-ce que vous aurez estimé avoir réussi cette transmission? Quel est le KPI, pas le bon terme, parce que KPI, c'est trop mécanique, c'est trop financier. Mais voilà, vous direz, j'ai fait ce que je voulais faire et j'ai transmis ce que je voulais transmettre à mes enfants. C'est quoi l'élément qui vous aura, que vous considérez avoir réussi? La réponse, ça m'intéresse. J'ai ma réponse, mais... La question est super compliquée. Nous, on a la chance d'avoir trois enfants en pleine forme, curieux, marrants, intelligents, vifs. Et c'est déjà en soi une énorme chance, on s'en rend compte tous les jours. Et donc j'espère pouvoir répondre à cette question avant d'avoir passé l'arme à gauche et de voir nos enfants grandir en étant bien dans leur basket, en ayant le sentiment de pouvoir choisir leur voie, pas en fonction de contraintes ou d'injonctions, mais de ce qu'ils veulent faire et de pouvoir le faire. Parce qu'on sera là pour justement parler de patrimoine culturel, de pouvoir les aiguiller au bon moment et être là pour eux et de les voir devenir adultes en étant des adultes encore une fois heureux. Voilà. Pour moi, la transmission, elle aura été faite là. Moi, Laurence vient pas d'une grande famille fortunée et moi pas du tout. Et donc c'est possible et c'est ça, pour moi je trouve ça, on aurait pu en parler, mais j'ai fait 20 ans un peu moins de finance. On peut constituer un patrimoine en France sans avoir hérité de papa et maman, et je pense d'autant plus d'ailleurs quand on n'a pas hérité de papa et maman de se dire j'ai quand même tout ce patrimoine culturel et social. Ce qui est déjà énorme, et aujourd'hui il y a un vrai enjeu aussi à faire en sorte que ce patrimoine-là soit plus mieux réparti. Mais quand on en bénéficie, en fait, qu'on a la chance de vivre dans un pays comme la France, on est capable ensuite de s'en sortir d'un point de vue purement matériel. Donc nous, notre objectif, c'est voilà, se dire si on a de voir nos enfants grandir en étant heureux, ce sera, de mon point de vue, la meilleure des transmissions. Après, je peux comprendre, et c'est tout, et bien sûr qu'il y a, en tant que parent, il y a beaucoup de parents qui sont très, et c'est bien normal, très fiers de pouvoir transmettre une maison de famille, etc. Et on parle pas du tout de ça dans nos propos. C'est pas ça a du sens. Je pense que il y a le patrimoine. Ça, pour moi, ça fait encore partie quelque part du patrimoine culturel qu'on lègue à nos enfants. Et voilà. Et pour le reste, voilà, si tout le reste, soit c'est du patrimoine financier, mais qui sert à une cause particulière et qu'on puisse transmettre ces convictions à nos enfants, pour moi, on aura réussi le boulot. Alors, je voudrais juste compléter, juste parce qu'effectivement, on parle de l'héritage. La Fondation Jean Jaurès et ce qui était pris, ce qui était proposé, c'est sur le patrimoine des 1% les plus riches, sans bien sûr toucher à la situation de 99% des Français. Il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie pour transmettre un bien. Évidemment, l'idée n'est pas de supprimer l'héritage. C'était juste par rapport à ton point de dire... moi, je dirais pas tout à fait ça. Je dirais que moi, il y a deux choses. Il y a transmettre de l'esprit critique. Je pense qu'on est dans un monde où on a besoin
d'esprit critique. Donc moi, j'ai envie de transmettre de l'esprit critique à mes enfants, mais aussi autour de moi du discernement. On est aujourd'hui dans une société on nous empêche de dialoguer et on nous noie de désinformations qui viennent polluer notre capacité d'avoir de l'esprit critique et du discernement. Donc ça, moi, j'aimerais vraiment transmettre ça à mes enfants. Je pense que c'est une force énorme. La deuxième chose, c'est une confiance en eux. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir confiance en soi pour pouvoir être des acteurs utiles au monde. Et puis la troisième chose, j'avais dit 2, mais en fait, j'en ai 3, c'est ce sentiment de responsabilité. Moi, je pense que notre position nous oblige. Moi, j'ai envie on partage peut-être pas forcément ça parce que c'est un peu lourd à porter aussi de se dire là où je suis m'oblige, mais moi c'est vraiment quelque chose qui est constitutif dans mon ADN et donc j'ai envie de le transmettre, de dire quand on a de la chance et qu'on a toute la chance qu'on a, ça nous oblige dans ce qu'on peut jouer comme rôle dans le monde et après ils le feront où ils veulent, comme ils le veulent, mais avec ce sentiment de responsabilité. Merci. Alors Laurence, merci beaucoup à toi et Augustin sur ce partage. Merci à toi Rémi. Je voulais qu'on prenne le temps dans cette troisième partie d'aborder un autre projet qui est quand même bien dans la continuité de cet engagement dont on parle depuis maintenant quelques dizaines de minutes. C'est le mouvement et le fonds de dotation qui s'appelle La Concorde. Est-ce que tu peux m'en parler, s'il te plaît ? Oui, alors en fait, on a décidé avec un collectif d'entrepreneurs qui sont issus du monde des médias, du monde de l'impact et du monde de la tech. Et je vais encore citer Marc Batty, on n'arrête pas de le citer dans ce podcast, dis donc, de se fédérer pour prendre position face à une pente qui nous semble assez glissante dans la menace de la préservation de nos fondamentaux démocratiques. Je m'explique, la démocratie aujourd'hui, c'est en fait on vit en démocratie, donc on confond souvent la démocratie et le vote. Un État démocratique, c'est un État dans lequel il y a une séparation des pouvoirs, dans lequel il y a une capacité pour les citoyens à exercer leur capacité à voter de façon éclairée, dans lequel il y a une liberté d'expression et dans lequel il y a la préservation de l'état de droit et donc de droits qui sont, et on reparlait de la hiérarchie des normes et de la Constitution, les mêmes pour tous, hommes et femmes, quelle que soit la religion, la race, l'origine. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe dans un contexte international. Ça peut être assez inquiétant. On sait aussi qu'on a une forme de mainmise sur le monde médiatique dans le paysage français. On se rend compte qu'il y a des bulles de désinformation qui se propagent, accélérées par les réseaux sociaux. Et donc, on s'est dit comment on peut recréer de l'apaisement, du discernement et du dialogue dans notre société pour éviter le pire dans 2 ans. Avec le choix des extrêmes, qui est vraiment ce qui nous fait très peur en tant que dirigeants, entrepreneurs et tout simplement citoyens. Et en fait, notre constat était de dire, il y a aujourd'hui beaucoup d'agissants qui, sur le terrain, créent des espaces de mobilisation citoyenne, sont des médias indépendants, sont des fonds pour la presse libre, sont des endroits de protection des journalistes, sont des endroits qui vont aller financer, soutenir le journalisme indépendant, le fact-checking. Donc, sur la partie, effectivement, médias, information, mobilisation citoyenne. Voilà, tous ces agissants, ils existent, mais il manque cruellement de moyens. Et donc, la Concorde, c'est comment on fédère, en fait, une élite économique qui est inquiète de la direction que prend aujourd'hui notre démocratie, pour à la fois financer ces agissants de la bataille culturelle et de la préservation de notre démocratie, et porter sa voix pour dire, nous, dirigeants, entrepreneurs, investisseurs, on n'est pas d'accord avec la société du rejet qu'on nous propose. On pense qu'on est capable de faire société, de refaire nation, de s'écouter, de dialoguer. On n'est pas d'accord sur tout. Il y a probablement plein de gens qui écoutent le podcast qui ne sont pas du tout d'accord avec la taxation de l'héritage. Pour autant, on est capable de se mettre autour d'une table, de discuter, de se dire pourquoi nous, on pense que c'est important, pourquoi eux, non. Et on ne va pas rentrer dans une forme de brutalité et de rejet qui est celle qu'on nous propose. Donc, c'est vraiment de préserver les fondamentaux de notre démocratie en recréant du discernement, de l'espace de dialogue et de l'apaisement. Et donc, ça passe par à la fois porter ce discours-là haut et fort, et puis financer une verticale qui est vraiment autour de soutenir la lutte contre la désinformation et l'information vérifiée dans les médias à la fois indépendants, traditionnels et puis sur les réseaux sociaux. Ça, c'est le premier pilier. Donc, avec des luttes contre des campagnes de désinformation, etc., saisir l'Arcom. Enfin, on a tout un ensemble de piliers dans cette première boîte. Donc, sur la lutte contre la désinformation. Le deuxième pilier, c'est vraiment de permettre
de mobiliser finalement le premier parti de France. Le premier parti de France, c'est tous les gens qui ne votent pas. Et donc de leur redonner à la fois le sentiment que leur vote est utile, est entendu, et les moyens très concrets de voter. Il y a des associations formidables comme À Voter qui permettent ça, des plateformes de procuration, enfin voilà. De leur donner à la fois l'élan et les outils pratiques pour voter. Donc ça, c'est le deuxième pilier, la mobilisation effective des citoyens dans leurs droits démocratiques. Et puis le troisième pilier, c'est de permettre aux citoyens de prendre une part effective dans les postes de pouvoir politique. Donc on a les municipales qui arrivent en 2026. Aujourd'hui, on a eu aux dernières municipales 600 listes citoyennes qui se sont proposées pour prendre des mairies. C'est des listes qui ne sont pas encartées, qui sont à l'écoute parce qu'elles sont aussi très représentatives des citoyens. C'est comment on favorise l'émergence, l'accélération pour avoir plus de 20% de listes citoyennes participatives aux prochaines élections municipales. Donc on a 3 piliers très concrets et l'idée c'est vraiment d'assortir à ce mouvement de financement. Et donc là on cherche à lever en 2-3 mois 10 millions, puis 150 millions de fonds philanthropiques, donc c'est un fonds de dotation, et puis de porter notre voix pour dire, ben voilà, nous on n'est pas d'accord avec ce discours du rejet, on pense qu'on peut être dans l'apaisement, la modération, il y a plein d'initiatives formidables qui existent en France, on valorise, enfin voilà, dans ce discours aussi du positif, plutôt que de faire de la désinformation massive sur des drames du quotidien qui arrivent à des jeunes filles comme on en entend parler là uniquement sur les réseaux H24 et qui sont très clairement des bulles de désinformation. Ok, très clair. À t'entendre, c'est un sujet qui est quand même du coup éminemment politique, c'est des sujets quasiment de politique publique. Comment est-ce que cette action-là avec la Concorde, elle s'articule justement avec les pouvoirs publics? Est-ce que vous échangez? Est-ce que vous faites vraiment ça de votre côté en vous disant justement les politiques publiques ne sont pas capables de faire ce travail-là parce que inciter les gens à voter, leur permettre de faire des procurations, c'est quand même la base de la démocratie qu'on a construite et donc du système républicain dans lequel on évolue. Comment est-ce que vous articulez vous avec ce système? Je reprends un peu ce sujet du triangle de l'inaction que citait Augustin, c'est-à-dire qu'on s'est aussi dit on peut pas attendre, ce sujet est tellement critique, mais comme la transition environnementale, moi j'avais le même discours sur la transition environnementale, qu'on peut pas attendre que ce soit porté par les pouvoirs publics ou par les citoyens et la société civile tout seul ou par les entreprises. Nous on pense qu'on a une place où on a vraiment un rôle à jouer. Très clairement, on a le sentiment quand même qu'on a un État qui est grippé aujourd'hui et cette initiative, elle est éminemment politique au sens de on prend notre place dans la cité, mais elle est éminemment transpartisane. Donc on ne veut pas non plus s'approcher du pouvoir politique et du pouvoir des partis, parce qu'on veut absolument pas être récupéré. Notre sujet, c'est qu'on roule pas pour la gauche ou pour la droite, on roule pour les gens qui veulent maintenir notre démocratie, notre état de droit. Et en fait, aujourd'hui, on a des partis qui sont proches de l'accession au pouvoir et qui sont des partis qui viendront fondamentalement remettre l'article 1 de la Constitution en cause, en réalité, si on regarde les choses de près. Donc, il y a vraiment cet enjeu. Là aussi, je reviens à notre place dans la société nous oblige et donc on prend cette responsabilité. Pour autant, évidemment, on fonctionne en très bonne intelligence avec tous les acteurs qui sont positionnés. La Fondation de France héberge notamment et va lancer un fonds pour la démocratie qui a un travail de long cours, plus institutionnel. Nous, on est plutôt sur une temporalité de fonds d'urgence. On est aussi, la Concorde, ça a été monté que par des entrepreneurs. Donc, l'idée, c'est aussi comment on se donne ce calendrier 2025-2027 pour remettre de l'apaisement, du dialogue, du discernement dans la manière dont on exerce la démocratie. C'est très complémentaire d'une approche plus institutionnelle, plus long cours et tout. Donc, on essaye de mailler avec les acteurs qui sont transpartisans et se mettre en complémentarité. Pour autant, on prend notre responsabilité sans attendre que les pouvoirs publics fassent le travail, parce qu'on a le sentiment que ça peut être grippé de ce côté-là et que de toute façon, si on se renvoie tous la balle, personne ne sera content. Enfin, toute une partie des gens qui ne seront pas contents en 2027. Ok, donc ce qui est intéressant et en même temps qui me questionne, c'est que finalement, à t'entendre, c'est plutôt une initiative qui part d'un constat qui est partagé par des gens qui ont aussi des positions extrêmes. Je pense par exemple à Elon Musk qui dit en fait l'État est grippé, moi je vais dégraisser ça et avec ses propres idées qui sont pour le coup beaucoup plus polarisantes. Vous faites un constat qui se rapproche du sien, mais avec des moyens d'action et une volonté de fédérer plus que de polariser. Alors, je pense que on n'est pas du tout dans l'efficacité à la Elon Musk. Je pense que s'il y a bien des gens qu'on peut nommer comme des gens qui sont nos ennemis, Elon Musk en fait très clairement partie.
pour autant, il y a un délitement des services publics en France qui a un impact très concret sur la vie des Français. Donc, c'est comment demain on va réinvestir ce champ-là. Donc, sûrement qu'il y a des constats qui sont partagés par des gens qui sont d'un bord très, très différent d'une autre. La grande différence avec ce qu'on propose, c'est la dépolarisation, justement. C'est que nous, on a confiance dans le fait que si on donne de la bonne information, des bons outils, de la capacité à exercer leur vie démocratique convenablement aux Français et qu'on les écoute et qu'ils ont le sentiment qu'on les écoute, on n'est pas dans un pays de gens fachos, on n'est pas dans un pays de gens qui votent aux extrêmes, on n'est pas dans un... C'est juste qu'en fait, on crée les conditions de ça aujourd'hui. Et quelques acteurs, il y a une ingérence aussi privée qui crée les conditions de ça. On a quand même des chaînes d'infos, etc., qui se font que le jeu de la polarisation et qui sont détenus par des gens très riches qu'on peut nommer ou pas. Mais vous êtes en contact avec ces gens, justement? Vous avez eu même des retours de leur part par rapport à la Concorde, parce qu'ils savent que ça existe? Non, je pense qu'aujourd'hui, on est encore très peu visible. Et avec une question d'ailleurs, est-ce que c'est dangereux d'être visible? Moi, je suis assez détendue sur le sujet, mais peut-être que j'ai tort. Peut-être que je me rends pas compte des forces en présence. Moi, je pense qu'au contraire, on a intérêt à se rendre visible, intérêt à se fédérer, intérêt à porter notre voix. En fait, je pense qu'on est des gens qui sont vraiment des démocrates, vraiment des gens qui sont très modérés, qui sont pour l'apaisement, le lien social et cette infrastructure du lien qui est hyper importante. Et en fait, on nous entend pas. On pense qu'on est faible. Et moi, je pense qu'on est fort si on se met ensemble. Et donc, on a un enjeu à pas être dans la logique de la peur aussi face à des gens qui ont certes beaucoup d'argent et qui prennent beaucoup de place dans l'espace médiatique, mais qui, in fine, ne sont pas plus puissants que nous. Et moi, je crois beaucoup aussi à la dimension protéiforme, qui est celle du vivant. Hein. Le vivant, il agit à plein d'endroits différents. Il est finalement en sous-optimalité à plein de moments. Le vivant est pas du tout en surperformance et en suroptimalité. La manière dont la nature nous apprend depuis 4 milliards d'années qu'elle fonctionne, c'est elle est en permanence en sous-optimalité, sinon elle pourrait pas. Et nous, on veut nous mettre dans des logiques de surperformance. Et moi, je pense qu'on va fonctionner comme ça, en communauté, en mouvement, et de façon peut-être très protéiforme et pas du tout l'armée qui vient dicter une pensée unique. C'est pas du tout notre propos. Et je pense que c'est vraiment important de dire que notre propos n'est pas de faire ce qui est fait très très à droite, côté très très à gauche. Pas du tout. Notre propos est de recréer de l'esprit critique et des espaces de dialogue apaisés avec de l'information qui est vérifiée et qui est appuyée par la science, par les historiens. Voilà. C'est ça qu'on veut créer. J'entends et je peux que partager d'ailleurs le souhait de gagner en qualité et de perdre en polarisation dans l'information qui est partagée. Et néanmoins, et c'est d'ailleurs, je pense que ce qui ressort, hein, c'est le système d'algorithme dans la plupart des réseaux sociaux fait que plus c'est éclatant, plus c'est bizarre, plus c'est polarisant, mieux ça marche. Est-ce que tu penses vraiment qu'avec de l'argent et un fonds, on est capable en fait de rompre avec cette logique qui a tendance à pousser l'information finalement à pousser l'information plus accessible? C'est une vraie question, c'est comment on fait du récit non polarisant attractif. Oui, donc ça, c'est un premier... Exactement, c'était beaucoup plus clair. Non, mais c'est un premier sujet qu'on a déjà pas mal abordé aussi dans la Convention des entreprises pour le climat Nouveaux Imaginaires, où on avait autour de la table 120 dirigeants de groupes de médias, de boîtes de prod, comme des Netflix, hein, des plus petites boîtes de prod, et puis des boîtes de com. On s'est beaucoup posé cette question sur le sujet de l'écologie, mais en fait, c'est le même sur le sujet de la préservation de la démocratie. Donc, il y a une question sur la forme, et puis après, il y a une question, et c'est pour ça que c'était vraiment important qu'aujourd'hui, dans l'équipe des fondateurs, on ait aussi des gens issus de la tech et de la data, c'est comment on utilise des armes communes quand même. On va pas non plus que faire avec des petits bouquets de fleurs. Et donc, c'est aussi comment on utilise la data et l'IA pour bien cibler les gens à qui on veut parler, faire émerger du contenu de façon très massive, et c'est pas moi avec mes posts à la main que ça va se faire. Hein. Donc, c'est aussi utiliser la tech et la data au service du bien commun. Et donc, vraiment la data for good. Donc, il faut qu'on ait des outils. Et puis après, on n'a pas complètement craqué la forme. Mais moi, je crois beaucoup à des sujets comme l'humour. Je pense que l'humour peut être à la fois dépolarisant et très attractif. Et puis, on est en train de travailler avec des organisations comme On est prêt, qui fédèrent des communautés d'influenceurs. Il faut qu'on s'appuie sur les gens qui sont déjà des influenceurs, qui ont déjà voix au chapitre, qui ont déjà des communautés qui les suivent, pour savoir quelles sont les manières et des influenceurs modérés. Donc voilà, c'est tout cet équilibre très fin. Donc c'est éminemment pas simple. On a évidemment pas beaucoup de temps.
Donc, on est à la fois dans... c'est ultra important, ultra urgent, et en même temps, il faut le faire bien, et avec une gouvernance démocratique, et en étant protéiforme, et en capable de fédérer différents réseaux. Mais c'est d'autant plus pour ça que je suis contente d'avoir l'occasion d'en parler là, parce qu'on a besoin de soutien, à la fois de voix et de financement. Et pour revenir à ce qu'on disait avec Augustin, qu'on n'a pas précisé, c'est qu'en fait, on a 3 poches. On a une poche d'investissement dans des fonds impact, on a une poche d'investissement directement dans des entreprises à impact, et on a une poche philanthropique pour des projets sur lesquels il n'y a pas de rentabilité et que jusque-là, on mettait plutôt dans des projets d'inclusion sociale, de liens pour les très défavorisés, de violences faites aux femmes et aux enfants, etc. Et bien, cette année, on a décidé de mettre, et d'ailleurs plus que ce qu'on avait jusqu'ici comité, 2% de notre patrimoine dans la Concorde, et c'est le commitment qu'ont pris d'autres entrepreneurs autour de la table, et ça paraît beaucoup, 2% de son patrimoine dans un fonds philanthropique, et en même temps, plus on a de patrimoine, plus il reste 98%, donc finalement, il reste quand même beaucoup d'argent. Donc ce 2% de patrimoine qu'on met dans ce fonds de dotation, c'est aussi parce qu'on se dit, tous les sujets sur lesquels on s'engage, moi depuis 15 ans et Augustin depuis un peu plus récemment, ils n'existeront pas dans un monde surpolarisé, avec des extrêmes au pouvoir, qui sont climato-sceptiques, enfin, tout ça n'existera pas, qui sont contre le droit pour les plus fragiles, le droit des migrants, enfin, donc, en fait, ça sert à, enfin, presque, entre guillemets, il faut mettre un peu en pause, alors on le fait pas sur la logique d'investissement, mais en tout cas, pour mettre un peu toutes nos billes, donc on y met évidemment des fonds, moi j'y mets pas mal de temps, Augustin y met aussi du temps, on s'est dit c'est vraiment le sujet critique sur lequel on a le sentiment qu'il faut qu'on s'engage aujourd'hui pour notre société. En termes d'échéance, tu parlais des élections dans 2 ans. C'est quoi vous avez des échéances plus court terme, donc il y a toute une dimension de levée de fonds, je crois, il me semblait. Oui, tout à fait. Donc l'idée, c'est de lever, comme je disais, 10 millions d'ici au printemps. Et on a d'ailleurs un événement pour fédérer la première communauté d'investisseurs à nos côtés, qui est le printemps de la Concorde, les 21 et 22 mars. L'idée étant vraiment qu'on est convaincu que c'est en faisant corps aussi physiquement, en étant ensemble, en prenant la mesure de qui on est, qu'on va se rendre compte à la fois de notre responsabilité, mais de notre force commune. Donc on a ces échéance au printemps. On a ensuite la phase de déploiement des premiers financements sur les 3 briques que j'évoquais, la partie lutte contre la désinformation, permettre aux citoyens d'être des électeurs libres et éclairés, et puis la prise de participation effective des citoyens dans les lieux de pouvoir. On a l'élection municipale de 2026 qui est pour nous clé, parce qu'en plus elle va, en termes de récit, porter aussi un message sur la couleur de la France. Et donc, je pense qu'il faut vraiment pas qu'on rate cette échéance-là. Et puis, beaucoup de la vie, de notre vie, de la vie des Français. Enfin, moi, je vis dans une commune de 300 habitants. Elle se joue dans l'ultra local. Et c'est là qu'il faut recréer, en fait, de la confiance, des espaces de dialogue, etc. Donc, les municipales sont une échéance fondamentale. Et puis après, évidemment, il y aura le calendrier 2027. Ok, on a hâte de suivre tout ça. Merci beaucoup, Laurence. Avec plaisir. Merci pour l'invitation. Merci, Augustin. Merci, Rémi. Et à très vite. Voilà, Just Focus est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Sapiens, premier family office digital qui a rendu possible sa réalisation. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez le soutenir, il existe plusieurs manières de le faire. Parlez-en autour de vous et partagez-le largement sur les réseaux sociaux. Pensez à mettre un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. Dans le prochain épisode, nous accueillerons Rémi Sultan, le cofondateur de Mr Temp, un groupe de recrutement. Il nous parlera de son parcours. Parti d'un milieu simple, il a créé la boîte de sa vie. À la semaine prochaine.